Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va se faire aider par une IA. Ouais, je déteste les IA, pour moi c'est une machine à créer des idiots, mais des fois ça peut servir, c'est comme l'outil, c'est un outil de toute façon. Donc là on va aller sur une IA, j'ai pris ChatGPT le premier, celui qui est gratuit, hein, et puis je vais poser différentes questions parce qu'on doit traduire ce que fait Yuri Shramenko sur la plateforme Fibonacci Trader sur notre plateforme MetaTrader. Aujourd'hui, on a codé un indicateur qui s'appelle le stochastique RSI. Il est simple. C'est le calcul le plus basique possible et il travaille sur l'unité de temps que l'on a devant les marchés. Mais la stratégie utilise 3 unités de temps différentes. Et bien sûr, pour compliquer tout, il utilise une configuration différente du stochastique RSI sur les 3 unités de temps. Alors on va voir dans cette vidéo, alors je ne vais pas détailler le codage comme j'ai pu faire les fois d'avant, parce que sinon la vidéo je vais en faire 4, enfin ça va être infernal. Je vais juste vous montrer des parties et je vais développer, je vais vous montrer tout bêtement ce que j'ai fait, voilà, et comme ça ira plus vite. Parce que sinon, je vous dis, hein, il va falloir encore faire 3 vidéos pour vous montrer un code, donc c'est un peu ridicule. Donc déjà pour commencer, on va aller sur une IA, ChatGPT, pour lui demander comment comprendre les configurations des stochastiques RSI sur la plateforme Fibonacci Trader. Ensuite, je vais vous montrer le code que j'en ai fait. Malheureusement, ah non, allez, je vous le dis pas, ça sera pour la fin, je vous expliquerai, mais on va avoir une tuile, une grosse tuile. Mais on verra après. Allez, pour l'instant, on se met devant le PC et je vous montre comment j'ai posé mes questions et quelles sont les réponses que j'ai eues. Puis après, on va voir le code que j'ai fait. Donc la première question, c'était comment calculer le stochastique RSI. Donc il m'a clairement dit que ça n'existait pas sur la plateforme MT4 et MT5. Donc il m'a dit, vous téléchargez une version, vous trouverez dans les noms un peu ce qu'on a fait, hein, et puis vous mettez ces paramètres et vous verrez bien les choses. Voilà, c'était un peu ça, genre tu te démerdes, tu vas chercher sur le net et puis tu trouveras ce que tu trouveras. Donc quand même, le gros avantage, c'est qu'il nous refile quand même la formule pour calculer le stochastique RSI. Alors, c'est le stochastique, hein, c'est clair, c'est le stochastique, sauf qu'au lieu d'utiliser le prix du marché, on utilise le RSI à la place. Alors l'autre solution de repli, c'était carrément utiliser Excel. Alors là, je vous dis pas, c'est même pas, on va zapper le truc directement. Mais c'est vrai qu'on peut extraire tout le calcul du RSI, le stocker dans un fichier Excel et calculer le stochastique sur ces données. Et on finit par une petite information qui permet de repérer en fait la base quelque part des zones de surachat, de survente, et puis surtout indiquer les avantages et inconvénients. Alors là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il indique bien les conseils de pro. Important, ne tradez jamais avec le stochastique RSI seul. Oui, oui, c'est une évidence, mais c'est pas si évident pour tout le monde. On n'utilise quasiment jamais, voire jamais, un indicateur seul. Après, la grande question, c'est pour faire un indicateur MTF, donc un multi-time frame. Alors même si je savais le principe de base, je voulais quand même lui poser la question comment on calcule un stochastique M15 sur un graphique M1. Et là, c'est vrai qu'il y a un point important, c'est qu'il indique bien que, attention, pendant que la bougie M15 est figée, quelque part on a le résultat, mais en fait ça ne bouge plus tant que la nouvelle bougie M15 n'est pas finie de calculer. Et là, on reprend les formules, mais tout bêtement, hein, c'est la même chose que sur le marché classique, sur le time frame classique, sauf que là, on prend les données uniquement du M15. Et là, on voit un des problèmes que l'on voit souvent dans des indicateurs MDF, je dirais low cost, c'est que pendant les 15 minutes de la bougie M15, sur le marché en M1, ça ne bouge pas, c'est gelé. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il donne donc l'information, mais il dit surtout un petit bout de code qu'on peut essayer pour vraiment mettre du calcul M15 sur du graphique en M1. Bon, c'est pas ça que j'ai repris parce qu'on a fait beaucoup plus compliqué en reprenant la stratégie de Yuri Shramenko. Et pour finir, alors ça je trouve quand même que c'est assez sympa, c'est qu'à chaque fois donc il indique quand même les erreurs éventuellement à éviter. Donc typiquement là c'est lisser sur 15 bougies, ça n'a pas de sens réel mais on verra plus tard pourquoi.
Et puis surtout, la manière de l'utiliser de façon intelligente, c'est-à-dire, est-ce qu'on utilise comme une direction, un filtre ou bien vraiment le timing d'entrée ou de sortie d'une position? Et ensuite, on arrive à la grande question, c'est sur la plateforme Fibonacci Trader, il y a différentes configurations, il y en a même 3 vraiment utilisées. À quoi ça sert? Enfin, disons que, qu'est-ce que ça signifie les différentes lettres dans les paramètres? Donc là, la première question, c'était N1264N. Il y a un lissage, en tout cas sur le graphique. On n'a pas de barre d'escalier comme ça, de marche d'escalier, donc il y a un lissage. Donc, comment ça fonctionne? Et donc là, très rapidement, il nous indique que c'est pas un vrai MTF avec les marches d'escalier, c'est plutôt un MTF interpolé, c'est-à-dire qu'on prend des valeurs intermédiaires. Donc là, ce qui est bien, plutôt que de chercher un vieux mode d'emploi, si on peut le trouver sur le net, c'est qu'il nous file en fait la signification des différentes lettres dans les paramètres. Et on voit que le N, c'est le mode non clôturé, donc vraiment le mode actif, quoi, la bougie qui est en vie sur le marché. Et là, une chose intéressante, c'est que vous voyez le fameux 4, là, on voit lissage pour 100K pour 100D. Moi, j'étais un peu embêté parce que je me disais, mais comment on fait? Est-ce qu'on a 2 pour 100K, enfin 1 pour 100K, 1 pour 100D ou que un seul? J'ai pris le parti de ne prendre qu'un seul pourcent, donc une seule moyenne mobile. Pas la peine d'en faire deux. Quand on en fait deux, c'est parce qu'on veut les croisements. On veut vraiment vérifier sur le stochastique les croisements des différents pourcents K et pourcents D. Là, dans notre stratégie, on va pas utiliser, on va utiliser la même valeur. Donc là, on continue sur les différentes formules. Bon, c'est plus ou moins clair suivant notre niveau de mathématiques appliquées sur ces formules-là. Mais bon, on peut redemander après à ChatGPT ou à une IA d'aller dans le détail pour expliquer vraiment à des béotiens comment comprendre. Donc ça pose aucun problème. Et puis ici, on va directement sur quelques petites conclusions, déjà sur les différences visuelles que l'on peut avoir, et sur le fait de quel est le meilleur. Est-ce que c'est les marches en escalier ou est-ce que c'est avec un calcul lissé? Et là, on voit que les deux sont possibles. Et là, encore une fois, un petit bout de code qui est plus ou moins correct, c'est pas ça qui est le plus important. Et puis un petit conseil à la fin où on voit que ben, les côtés positifs et négatifs. Alors moi, arrivé à ce niveau-là, j'avais OK mon information sur le paramètre avec un N au début, mais il y a N, H et O. Donc je voulais savoir quelle était la différence entre le N et le H. Donc là, on voit très très bien que le N, c'est la bougie qui est en cours, et quand c'est H, c'est la dernière bougie clôturée uniquement. C'est-à-dire que pendant que la bougie se construit, on n'aura pas l'affichage sur l'écran. Donc là, une différence entre le N et le H avec les explications des différentes étapes. Là, j'ai du mal à comprendre pourquoi il avait extrait le lissage de 4, donc le pourcent K ou pourcent D. Je ne voyais pas trop pourquoi, le repeint, la confirmation, enfin c'était un peu difficile pour moi. Donc il a fallu que je refasse plusieurs fois d'autres questions que je ne vous ai pas mis. Mais pour aller vraiment dans le détail, pour vraiment comprendre, j'avais un blocage. Voilà, tout simplement. Donc là, on voit qu'on parle de lissage et vraiment, je vous avoue que j'ai eu du mal à comprendre. Alors, on verra ce que j'ai fait en finale et vous me direz en commentaire si je me suis planté ou quoi, mais il y a un truc qui me chagrine. Mais bon, j'ai fait quelque chose, on verra plus tard. Et on continue encore avec des propositions ou des conseils sur le scalping en fonction de quelle configuration on a et ce qu'on peut en faire. Bon, c'est à prendre, pourquoi pas, c'est une information en tout cas. Et on finit toujours avec des explications encore plus claires, encore plus détaillées, qui peut aider à comprendre. Je vous avoue que ça m'a pas beaucoup aidé, mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis ensuite, il me restait une troisième configuration avec le O au début. Donc on voit que le N c'est now, donc c'est la vie de la bougie en temps réel. Le H, on prend que les données historiques et le O, on prend que les données qui sont connues à l'ouverture de la bougie. Donc là, je pense que ChatGPT a fait une coquille parce qu'en fait, il dit à 10 heures pile ouverture de M15 et l'indicateur est calculé une seule fois. Non, je ne pense pas que ce soit ça. On prend la clôture de la bougie M15 précédente, puisque l'ouverture, ça veut rien dire en fait. Mais pareil, si vous avez des avis différents, dites-le en commentaire, ça va m'aider. Et encore une fois, on retrouve le lissage qui est calculé avec la SMA. Et même là, j'avais du mal à comprendre. Je ne comprenais pas les différences de calcul avec les informations qui étaient utilisées. Je voyais vaguement, mais ce côté lissage, moi, me posait des gros problèmes.
Donc en récupérant toutes les données qu'on a pu avoir sur l'IA, enfin avec ChatGPT, j'ai pris mon fichier Excel et j'ai fait des dessins, parce qu'un dessin c'est très très bien, et j'ai essayé de résumer ce que j'avais compris. Donc là, on a la méthode de calcul classique. Donc on voit qu'on a différentes bougies en M1 et en M5, j'ai pas fait du M15. M5, de toute façon, le principe est le même. Et là, on voit que à chaque fois qu'on a 5 bougies en M1, on prend la dernière valeur qui était figée, qui était calculée sur une bougie M5, là c'est du M5, qui est vraiment terminée. Donc on va prendre la bougie M5 qui est à 1 heure par exemple, à 1 heure, et dès que cette bougie M5 est terminée, donc dès qu'il est 1h05, donc la bougie M5 est terminée, ben, c'est elle qu'on va utiliser pour l'afficher sur le graphique en M1 pendant les 5 prochaines bougies. Et c'est ça qui explique les marches d'escalier. Alors ensuite, on arrive sur des parties un peu plus complexes, le H de History. Le H de History, ça veut dire qu'on va faire un peu comme la version précédente, c'est que quand on débute sur une bougie en M1 qui est alignée sur une M5. Donc là, d'après ce que j'ai compris, voilà ce qui va se passer. À 1h05, donc ça marche très bien le history sur des données anciennes. Parce qu'à 1h05, on prend des données historiques et on va prendre la donnée qui a été calculée sur le M5 mais à 1h05. Donc quand le marché est déjà calculé, c'est bon, on peut le faire. On prend celle de 1h05 et on va prendre aussi celle qui était juste avant, celle de 1h. On va faire un delta, on va regarder la différence des deux et on va le découper en nombre de bougies sur le marché qu'on affiche. Donc là c'est du M1, donc 5, on va diviser par 5 et on va donc en définir un écart, un delta, qui va être donc crescendo à chaque fois qu'on a une nouvelle bougie M1. Et ça veut dire que la pente elle est figée pendant les 5 bougies en fonction de la bougie historique à 1h05 et la précédente. Donc on a une pente à peu près régulière jusqu'à 1h10, où là on va récupérer la valeur calculée à 1h10, en M5, et puis celle de 1h05, et on calcule une nouvelle pente. C'est sûr que ça c'est bien, mais le problème c'est que puisqu'on prend des données historiques, à 1h20 par exemple, 1h20, on ne la connaît pas encore, la bougie M5 de 1h20. On a un calcul qui est en cours, mais on la connaîtra réellement à 1h25. À 1h25, la bougie M5 de 1h20 sera clôturée, sera finie. Donc on aura une information et là on pourra dessiner une pente. Donc là c'est très très bien, sauf qu'on n'a pas l'information la plus courante, la plus récente. Après voilà ce que j'ai compris du mode open. Le mode open en fait c'est autre chose, c'est que à la bougie 1h05, on va prendre la clôture quelque part de la bougie précédente, donc celle de 1 heure, qui est arrivée à la valeur figée à 1h05. Donc c'est très très bien, c'est bien le calcul fait à l'entrée de la nouvelle bougie M5. Donc à 1h05, on prend le calcul figé de 1 heure, et puis on a toujours calculé le delta avec la bougie précédente, et on en définit une pente, comme on a vu sur le mode historique. Et du coup, pendant les 5 bougies, on va avoir une pente calculée d'après le début de la bougie M5 et la fin de la précédente. Je vous le redis, hein, j'ai du mal, donc si vous avez des doutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-le en commentaire, je peux me planter, hein, je peux réellement me planter. Et pour finir, on a cette horreur, c'est le new, parce que là, le problème et la grosse tuile que l'on a sur le codage, c'est que jusqu'à présent, je peux réutiliser les fonctions IRSI, enfin la fonction IRSI qui calcule le RSI, que ce soit dans la plateforme, enfin dans l'unité de temps actuelle ou dans une M15, M5, H1 ou autre, on peut le faire. Par contre là, non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je dois le recalculer à la main, et chaque bougie, 1h05 par exemple, je prends le RSI calculé de toutes les bougies M5 qui étaient avant, et celle-là, je prends cette bougie de 1h05 en M1. Et je la fais vivre jusqu'à la fin de cette bougie. À la fin de cette bougie, je fige la valeur de la bougie 1h05 et je débute un calcul à 1h06 en prenant, pour calculer la 1h06, le début du calcul qui a été fait pendant la bougie 1h05 et les calculs en cours de 1h06.
Ça veut dire que je dois impérativement reprendre tous les calculs de IRSI et le faire à la main. Je vais récupérer les valeurs des bougies M5 et le petit complément qui est en cours sur les bougies M1. C'est plus complexe, c'est vraiment plus complexe. Bon, on va commencer par les améliorations. Donc j'ai fait différentes petites modifications qui vont permettre d'appréhender plus facilement le code. Donc là j'ai mis B1 Compare pour voir la version qu'on a vue à la fin de la dernière vidéo et la première quantité de modifications qu'on va faire pour juste améliorer le code. Donc là c'est pareil, je descends, je descends. Ici j'ai fait quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, ce sont des macros. Donc les macros c'est quelque chose de très intéressant, ça permet, alors c'est des define en fait. En fait, un define, beaucoup l'utilisent pour définir des constantes. Alors oui, ce sont des constantes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites un define, le code qui est ici, derrière, là, il est remplacé là où vous allez l'utiliser. C'est pour ça qu'on utilise souvent ça pour des constantes. Donc j'ai fait des macros que j'ai appelés plus petits et plus grands. Vous voyez qu'ici, il y a une différence entre MT4 et MT5. Donc MT4, j'ai ça. Et comme par hasard, vous savez, on avait une différence avec le array minimum et array maximum. Les paramètres ne sont pas dans le même ordre. Donc j'ai défini ça ici. Donc j'ai défini le littéral plus petit avec 3 paramètres qui sont réutilisés après derrière. Et quand je vais dans le code, je crois que c'est ici, mais voilà, ici. Vous savez le code qu'on avait avant. Avant, ici, je faisais array minimum. Si j'étais en MQL4, je mettais le tableau, la taille et l'index. Et en MT5, je faisais le tableau, l'index et la taille. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. J'appelle mon define, donc ma macro, avec 3 paramètres. Et ce qui fait que visuellement, quand on est dans le code, on n'a pas l'impression que c'est des choses différentes entre MT4 et MT5. Donc du coup, c'est un code qui est plus lisible. Parce que là, vraiment, vous voyez que c'est hyper simple. Alors que là, il fallait vraiment rentrer dans les côtés un peu particuliers MT4, MT5. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça solutionne la partie visuelle dans les différentes fonctions, plus petits et plus grands. Ensuite, qu'est-ce que j'ai plus bas? Alors là, dans OnCalculate, j'ai anticipé sur les modifications qu'on va faire plus loin. Parce que vous savez qu'on a le calcul du RSI, le calcul du stochastique et le calcul du pourcent K. On a donc 3 périodes. Et ces 3 périodes, le problème, c'est qu'on va avoir des limites de calcul sur chaque type de calcul. Et comme je veux rendre le code, des parties du code, des fonctions, le plus ouvert possible pour ne plus être vraiment dépendant de cet indicateur, ça veut dire que vous pourrez après réutiliser les fonctions dans d'autres logiciels. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ici 3 variables locales, qui s'appellent donc pour calculer le premier RSI, premier stochastique et premier pourcent K. Donc j'ai créé ces 3 variables. Ici, au lieu d'avoir ici tout le code avec le ifdef et blablabla, tout le truc, j'ai créé une fonction. Donc ce code-là, vous allez le retrouver dans une fonction qu'on verra tout à l'heure. Et maintenant, j'appelle tout bêtement ça. Si lecture indicateur RSI est pas bon, donc n'oubliez pas ici, il y a un point d'exclamation pour dire attention, si c'est pas bon, à ce moment-là, je retourne 0, comme on a fait là, c'est pareil que là. Ici, le seul test qu'il y avait, il était là. En fait, voilà, non, il était là, pardon. Il était ici et là. Je remonte un peu. Voilà, il était, je vous le redis, il était ici, on avait un retour à 0 si on avait un problème dans le nombre d'indicateurs calculés. Et puis ici, si la copie se passait mal, on retournait 0. Maintenant, tout est inclus dans cette fonction. Cette fonction, je vous la montre maintenant, elle est ici. Voilà, je la mets en entier. Elle est ici dans lequel on passe donc tout ce qu'on a besoin en étant indépendant de l'indicateur. Donc on a le handle, le tableau des données, on a le ret total et le prev calculate. Donc vraiment ce qui vient de la partie onCalculate. Et puis on fait la même chose quelque part que ce qui était avant dans la fonction. J'ai juste maintenant, on retourne faux, bien sûr, on retourne faux et non pas 0, puisque après c'est l'appelant qui lui va retourner, ce qu'il va faire derrière, il retournera 0. Donc on retourne faux ici, retourne faux là, et par défaut on retourne vrai, puisque tout s'est bien passé. Et ce code-là, vous voyez, si vous regardez bien, vous n'avez absolument rien de spécifique par rapport à l'indicateur stochastique RSI. Tout passe par les paramètres. Et ce qui fait que là, on est vraiment libéré, on peut mettre cette fonction n'importe où, n'importe quel code. Même dans un robot, pourquoi pas. Donc je remonte, donc ça c'est l'appel qui est ici, donc il remplace tout ce code-là.
Ici, je calcule mes différentes limites. Donc, au lieu d'avoir ça dans les fonctions qu'on va voir plus loin, maintenant c'est concentré ici. Et puisque c'est concentré donc sur purement indicateur, dans les fonctions que j'appelle ici, je le passe en paramètres ici. Je passe mes informations de limite de calcul dans les paramètres. Ce qui veut dire que c'est vraiment mis en place au niveau de l'indicateur. Donc je maîtrise mon environnement, mes paramètres, et j'envoie des fonctions. J'appelle des fonctions qui, elles, auront par paramètre la limite de calcul. Et ça va nous éviter d'avoir des trucs spécifiques dans les fonctions. Donc là, c'est dans stochastique et dans simple EMA qui sont plus bas. Donc ça, on l'a déjà vu. Ah oui, au fait, cette fonction-là, n'oubliez pas, hein, je l'ai encadrée par ifdef MQL5. Parce que cette fonction n'a lieu d'être que pour MQL5. Ensuite, ici, on verra tout à l'heure ça. Donc le plus petit, je vous ai montré tout à l'heure avec la macro. Hein. Voilà, c'est pareil pour ici, hein, sauf que maintenant c'est plus grand. Et puis le simple EMA, donc les paramètres ont changé, puisque maintenant j'ai une limite que je passe en paramètres. Et du coup, ici, bon, attendez, je vais virer ma tête, voilà, comme ça. Donc ici, au lieu de faire cette condition-là, if index supérieur, arrête total, moins, tout ce truc-là, hein, ici, maintenant, la limite, je l'ai, elle est là. Donc je fais tout simplement, si l'index est supérieur à la limite, je retourne vide. Ce qui évite d'avoir tout ce baratin-là qui était spécifique à l'indicateur. Maintenant, je suis vraiment autonome, ma limite est passée et je la traite dedans. J'ai rajouté ici une sécurité. Ici, je prends la taille et ici, je fais aussi un test par rapport à la taille. Voilà. Je ne veux pas déborder les tableaux, donc il y avait le côté est-ce qu'on peut faire les calculs, qui était en fait ce que j'appelais moi débordement de tableau, et il y a aussi le côté attention débordement du tableau. Donc j'ai deux sécurités plutôt qu'une avant. Donc ici, tout en bas, au lieu d'utiliser le paramètre de l'indicateur, maintenant j'utilise le paramètre qui est passé dans la fonction. Donc ça m'évite justement d'être dépendant de l'indicateur. Et maintenant, je remonte dans ici le calcul du stochastique. Je vais remettre ma tronche parce que quand même, voilà, c'est moi qui cause. Donc ici, il y a différentes choses. Les paramètres ont changé, que pareil, je fais comme l'autre, hein, je passe la limite ici et la période, alors qu'avant on avait un index, donc c'était traité dedans. Ici, pareil, je récupère donc la taille du tableau, je vérifie qu'on est bien dans la limite de calcul, chose qui était fait ici. Hein. Voilà. On le faisait là, pareil comme tout à l'heure, avec toutes les différentes périodes calculées. Maintenant, on le passe en paramètres, donc c'est beaucoup plus simple ici. Et puis ici, vérification si on ne va pas déborder du tableau. J'ai deux sécurités plutôt qu'une. Ici, je récupère les différentes informations de plus grand, plus petit. Bien sûr, au lieu de mettre la période de l'indicateur, je passe la période que je connais par le paramètre de la fonction. Ici, j'ai rajouté une sécurité parce que si jamais les calculs de plus grand, plus petit ne se passent pas bien, j'aurai l'information empty value. Et on ne peut pas calculer avec empty value, c'est une valeur très particulière. Donc maintenant, si jamais j'ai une des deux informations qui ne sont pas renseignées correctement, je sors avec empty value, je ne vais pas le calcul qui est derrière. Voilà, ça c'est un premier lot de petites modifications très simples qui permet justement d'être avec un code un peu plus lisible. Bon, rapidement, je vous le montre aussi sur MetaEditor, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Donc ça n'a pas changé. Ici, vous voyez qu'on a toutes les macros renseignées, voilà, c'est bien dans... Alors pareil, avec les groupes de commentaires à chaque fois, hein, pour vraiment repérer les blocs. Ici, on a toujours les trois paramètres, ça bouge pas, ça bouge pas, ici ça bouge pas. Le onCalculate, maintenant on a uniquement cette petite ligne-là, et vous verrez que le onCalculate, si on regarde par rapport au début à la fin, ça tient sur une page. Hein. Ça tient sur une page, donc c'est beaucoup plus court au niveau de la taille de la fonction. Et ça, si vous pouvez, essayez toujours de garder des tailles de fonction raisonnables. Voilà, maximum deux pages d'écran. Évitez d'aller plus loin parce qu'après, c'est difficile à maintenir et à comprendre aussi. Donc là, du coup, on est bon. Ça, on l'a conditionné. Et en plus, on a conditionné aussi sa déclaration ici. Comme ça, quand on est sur MT4, ce n'est pas pris en compte. Et quand on est sur MT5, c'est le seul endroit d'ailleurs où on s'en sert. Là, c'est pris en compte. Ici, donc, on a la boucle, toujours conditionner ça. Ici, quand on est dans les stochastiques, pareil, vous voyez, la fonction, elle tient sur une page, donc c'est pas mal. On a chaque ligne, pratiquement, il y a un commentaire, ou un groupe de commentaires, enfin un commentaire pour un groupe de fonctions à peu près similaires. Ça, c'est la lisibilité, c'est très important.
Ici, vous voyez que le plus petit, du coup, il est extrêmement court, et puis on n'a pas à s'embêter. L'index, on prend le plus petit de ces informations-là. Et puis voilà, 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 et le simple lemma. Si vous regardez bien, on n'a que des fonctions qui tiennent sur moins d'une page. Et encore, je suis en zoom pour vous le montrer. Donc voilà, donc ça, c'est le premier lot de modifications. Bon, maintenant, je vais essayer de vous faire une conception, alors très très light, hein, vraiment, on va survoler le sujet du MTF. MTF, je vous le rappelle, c'est le multi-time frame, c'est-à-dire qu'on affiche un marché dans une unité de temps particulière, M1, M5, M15, on s'en fout, et on va travailler sur des indicateurs qui vont travailler sur une autre unité de temps. Alors que ce soit 1, 2, 3, 4, 8, 12, bon bref, hein, vous voyez un peu le truc. Il y a différents problèmes, il y a même que des problèmes pour ainsi dire. Déjà, on va commencer par voir ce qui se passe sur un marché quand le marché évolue sur l'écran. Vous avez ici un certain nombre de données historiques. Voilà, ça c'est l'historique, hein, donc on va dire que c'est le M1 par exemple. Donc on est en M1, donc marché affiché à la minute, et on a un certain nombre ici de bougies historiques qui permettent d'afficher à l'écran. Vous savez que le premier indice ici, c'est le 0. Et puis ici, on va dire c'est le X, puisque bon, il y en a un certain nombre. Que se passe-t-il quand on a une nouvelle bougie? On a une nouvelle bougie, la nouvelle bougie est toujours sur l'indice 0. Et ici, ça va tout décaler d'un cran, et l'indice 0 va toujours être la nouvelle bougie, et celle qui s'appelait indice 0 va devenir indice 1. Jusque-là, c'est classique et c'est simple. Maintenant, on veut faire du MTF. Alors, il y a plusieurs solutions. La solution que je vous présente là, c'est la plus simpliste, on va dire. C'est que vous avez défini un buffer. Par exemple, vous voulez afficher la moyenne mobile. Une moyenne mobile de 20 périodes sur M1 et aussi la moyenne mobile de 20 périodes sur la M5 ou M15. La solution la plus facile, celle que je vous conseille quand vous débutez dans le MTF, c'est de définir deux buffers. Donc vous allez avoir le buffer ici qui va contenir on va dire une EMA 20 périodes. Donc ça va calculer la moyenne mobile sur 20 périodes sur les bougies M1. Et puis vous allez faire un deuxième buffer qui va contenir le EMA, toujours 20 périodes, mais sur le on va dire M5. On va commencer simplement. Que se passe-t-il maintenant quand vous avez une nouvelle bougie ici? La nouvelle bougie sur M1. Eh bien, ça va forcément faire... pardon, je change de couleur. Une nouvelle bougie ici qui va devenir 0. Mais vous allez aussi avoir ici une nouvelle bougie sur... Je parle bien du buffer, hein, attention. Ici, je parle des buffers. Donc c'est bien ici le buffer... voilà, le buffer de l'EMA 20 périodes. Et ici, c'est bien le buffer de l'EMA 20 périodes, mais dans lequel on va mettre l'EMA en M5. Voilà, c'est bien deux buffers. Puisque, quand vous faites un indicateur, même quand vous faites un robot, la taille des buffers est automatiquement mise par rapport au marché qui est affiché. Si vous avez une nouvelle bougie M1, ça va forcément augmenter les deux buffers. C'est pas gênant, parce que c'est ce que l'on veut dans le monde classique, quelque part. Mais, ici, on veut calculer le M5. Le M5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez calculé ici, dans la bougie 0 ici, vous avez calculé la moyenne mobile sur un certain nombre de bougies historiques M5. Ah oui. Mais si ici vous ajoutez un buffer, il ne faut pas forcément l'ajouter ici, sauf qu'il sera fait automatiquement. Vous commencez à voir un peu le problème. C'est-à-dire que vous avez calculé ici un certain nombre de données, ici,
Tout ça, c'est les données calculées qui contient le MA20 pour du M5. Et quand vous avez ici une nouvelle bougie, automatiquement créée par MetaTrader, vous devez savoir, est-ce qu'il y a aussi une nouvelle bougie dans l'unité de temps M5? Si oui, à ce moment-là, vous laissez la bougie se créer, vous laissez votre marché intégralement se décaler. Et du coup, en 0, vous allez calculer les nouvelles moyennes mobiles M5 sur cette bougie-là. Par contre, si vous avez une bougie ici qui bouge en M1, forcément, mais qui ne fait pas bouger, le nombre de bougies M5, et bien là, vous allez devoir récupérer tout ça, là, et le décaler ici, pour le recaler sur le 0. Normalement, si je me suis bien expliqué, vous avez tout compris. A priori, j'ai pas bien compris. Enfin, j'ai pas bien expliqué. Bon, on va recommencer. Ça, faut bien le comprendre, parce que c'est la base de tous les problèmes que vous allez avoir en multi-time frame. Je reprends, on est en M1, et on travaille sur la bougie de 11h01. Bougie 11h01, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a l'équivalent en M5? Si on est en M5 et qu'on regarde, qu'est-ce que l'on voit si on était en M5? Et bien en fait, on aurait la bougie de 11h00. Et oui, la bougie de 11h00, elle contient quoi en M5? Elle contient 11h00, 11h01, 11h02, 11h03 et 11h04. Si on parle de 11h05, attention, on est dans une nouvelle bougie M5. Ça veut dire que si sur votre marché M1, vous avez une nouvelle bougie qui passe naturellement à 11h02, hop, une nouvelle bougie. Effectivement, vous avez un marché qui évolue en M1, donc vous recalculez tous les indicateurs qui sont calculés sur l'unité de temps M1. Mais on est toujours sur la bougie de 11h00 quand on est sur du M5. Donc si vous avez un buffer qui contient, qui est construit automatiquement, ce qui est le plus facile quand on commence. Après, je vous montrerai autre chose. Mais du coup, vous devez avoir ici votre buffer qui est automatiquement dimensionné par MetaTrader avec une nouvelle bougie, mais qu'il ne faut pas prendre. Donc tout votre calcul ici de M5, vous devez le recaler ici. Parce que vous êtes toujours sur la bougie 0 de l'unité de temps M5. Donc on décale, il est 11h03, on décale, il est 11h04, on décale, il est 11h05, non, là il y a une vraie nouvelle bougie, puisque en M5, on passe maintenant sur 11h05, donc nouvelle bougie M5. Ça, c'est une base. C'est une base quand on commence à travailler sur des indicateurs faciles et qu'on veut juste avoir une vision un petit peu simpliste, surtout pour construire les buffers. Alors, c'est bien et c'est pas bien. De toute façon, à chaque fois, il y a du positif et du négatif. Alors, c'est bien pourquoi? Parce que vous ne vous emmerdez pas à créer le buffer et à le redimensionner. C'est génial, MetaTrader fait ça pour vous. Donc, quand vous commencez ce genre de bêtises, à faire du MTF, soyez fainéant. Soyez fainéant. Vous laissez MT, alors 4 ou 5, les deux sont pareils, vous le laissez créer la taille des buffers. Vous avez par exemple un buffer EMA 20 qui est sur du M1, vous avez le EMA 20 qui est sur du M5, le buffer sera construit automatiquement et grandira automatiquement par MetaTrader. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif. Quelle est la taille de votre historique M1? Disons que vous avez un historique qui est de 110 000 bougies. C'est pas con, à peu près, vous pouvez avoir des marchés très très remplis, surtout du M1 qui a beaucoup de petites bougies. 110 000 bougies.
Ça veut dire quoi? Bah, votre buffer fait une taille de 110 000 valeurs doubles, donc une valeur flottante, avec les valeurs avec des virgules. Il faut savoir que 110 000, enfin, un type de données double contient, ça utilise 4 octets, 4 emplacements mémoire. Ça veut dire que là, vous avez 440 000 emplacements mémoire utilisés pour votre moyenne mobile, enfin pour votre indicateur moyenne mobile à 20 périodes. C'est pas idiot. Après, ce qui est un peu idiot, c'est que vous n'allez pas forcément utiliser les 440, enfin les 110 000 informations, puisque généralement on travaille uniquement sur le plus court, sur le plus proche de nous. Pour ça qu'avoir des historiques les plus grands possibles, j'ai fait ça au début, c'était une belle connerie, ça bouffait ma RAM de mon PC, c'était pas forcément génial. Mais bref, c'est pas grave. Vous utilisez donc 440 espaces mémoire dans votre mémoire de votre PC. Ici, que se passe-t-il? Eh bien, sur votre indicateur ou votre robot qui travaille là-dessus avec un buffer construit automatiquement et redimensionné automatiquement par MetaTrader, vous allez utiliser 110 000 emplacements mémoire. Je ne parle pas de données historiques. Mais ça va vous faire encore une fois 440 000 emplacements mémoire utilisés. Sauf que si vous regardez vraiment votre historique M5, ça se trouve, votre historique M5, vous avez uniquement, je sais pas moi, allez, on va dire 60 000. Vous avez peut-être 60 000 données historiques en M5. 60 000, normalement, vous devriez utiliser 240 000 emplacements mémoire. 60 x 4. Hein. Voilà, comme là, 4 octets. Et donc là, on voit que même si c'est facile, parce qu'on laisse MetaTrader redimensionner votre tableau, vous allez bouffer 200 emplacements mémoire pour rien. Ce qui est totalement idiot. Mais vous emmerdez pas à redimensionner un buffer, donc c'est intéressant. Donc attention, ce système-là peut consommer beaucoup de mémoire. En plus, chose que vous voyez, là qu'est-ce que l'on voit ici? On voit le buffer qu'on déclare dans le code. Dans le code, on déclare un buffer numéro 1, buffer numéro 2. Vous avez deux buffers, vous bouffez 2 fois 440 000 espaces mémoire. Sauf que vous avez par exemple le MACD, par exemple. Le MACD, vous avez un indicateur, ça s'appelle IMACD, vous l'appelez IMACD avec tous les paramètres. Et vous pouvez lui, en appelant ça, vous pouvez lui définir, je veux recevoir soit le signal, soit le MACD. Vous avez deux informations générées. En mémoire, MetaTrader, lui, ce qu'il va faire, il va faire ça. Mais il va vous générer ici deux buffers internes que vous ne verrez pas, mais il va vous générer deux buffers qui contiennent chacune 110 000 données historiques. C'est totalement idiot, puisqu'en fait, voilà, bref, faut le savoir. Et ces deux buffers sont internes à MetaTrader. Et quand vous voulez les récupérer pour l'afficher, vous définissez de façon visuelle deux buffers de 110 000 données historiques. Ça veut dire qu'à la fin, pour le MACD, vous avez deux buffers internes à MetaTrader et vous utilisez deux buffers externes que vous allez pouvoir manipuler, remplir, travailler et afficher. Ça veut dire que le MACD, vous avez 4 buffers. Si vous avez un MACD qui est calculé en unité de temps principale et un MACD utilisé sur une autre unité de temps, vous allez avoir 4 x 2. Ça veut dire 8 fois 110 000 données historiques. Enfin non, alors je me suis trompé. 8 fois 110 000, c'est la taille du tableau, puisque vous avez une dimension automatique. Alors que vous auriez pu avoir 4 fois 110 000 et 4 fois 60 000. Voilà, ça c'est le côté négatif. Attention, faire du MTF en faisant de la génération automatique et de la gestion automatique des buffers par MetaTrader, ça bouffe la RAM. Ça bouffe la RAM pour pas grand-chose. En plus là, là vous allez avoir ici 110 000 pour le données M5,
Mais imaginez un peu si vous faites par exemple, allez, vous faites du M30. M30, alors là c'est carrément pire, là il n'y a plus que 15 000 données. Donc vous allez avoir un buffer de 110 000 pour ne remplir que 15 000. Ben, il y a du gâchis. Hein. Voilà. Et en plus, si vous utilisez pour faire du trading automatique, par exemple, ou pour faire juste le trading classique que vous faites devant les écrans, ça serait étonnant que vous alliez utiliser les données de la 15 000 informations précédentes. Donc peut-être que vous allez utiliser à peine une cinquantaine de données vraiment utiles. Aussi bien là, et peut-être même là, il y en aura peut-être une centaine, parce que bon, forcément, vous avez un écart entre ce qui est affiché et ce qui est calculé. Mais, oh! Là, par contre, il y a du gâchis. Alors, c'est pas gênant si vous avez un PC avec de la RAM de taré. Moi, j'ai un PC gamer, là, qui est taillé au maximum. Ça rentre, c'est pas un problème. Mais c'est complètement ridicule. Parce qu'imaginez, maintenant, vous avez, non pas, vous travaillez pas sur un marché, mais vous travaillez sur, allez, on va dire 8 marchés différents. Que ce soit du forex, des matières premières ou autre chose. Si vous avez à chaque fois un truc similaire à ça, qui bouffe la RAM sur 8 marchés différents, votre PC va prendre un coup, ça va être dur. Voilà, donc ça c'est le côté MTF. Attention à la gestion des buffers, et n'oubliez pas que quand vous avez un buffer qui est construit automatiquement, vous devez le recadrer pour être sûr que l'unité de temps calculée, qui n'est pas dans l'unité de temps affichée, soit bien synchro avec l'information qui est sur le marché en unité de temps affichée. Pas très clair ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Vous avez compris un peu le principe? Alors attention à ça, ça peut être chronophage, enfin, pas chronophage, mais ça peut être gourmand au niveau mémoire. Moi, ce que je vous propose, et c'est ce qu'on va faire dans les d'autres vidéos, mais je vous avoue que j'ai un peu travaillé en avance, j'ai fait déjà le travail, j'ai fait un objet. Et ça, je vous conseille de faire ça, même si c'est un peu technique. Ouais, c'est très technique. En plus, je vous avoue que j'en ai chié pour le mettre au point, le stochastic RSI en objet, ça a été une misère. Vous avez un objet. L'objet, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien lui, il a ses données, donc il a ses data, et il a ses méthodes. Donc les méthodes, c'est les fonctions, si vous préférez. L'objet a ses données et ses méthodes. L'indicateur, lui, il a ses buffers. Ces buffers qu'il va afficher. Imaginez maintenant, donc ça c'est l'indicateur ou le robot d'ailleurs, hein, c'est pareil. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile? Si vous avez un indicateur, vous voulez afficher. Bon, par exemple, la stratégie TWR. On a TWR. On a une ligne, une ligne, une ligne. Donc il me faut 3 buffers. Ces buffers, ils vont avoir une taille automatique par rapport au marché que j'affiche. Donc si je reprends le cas de tout à l'heure, bah, chacun aura 110 000 de taille. Voilà. Bon. Mais je maîtrise. J'ai uniquement 3 buffers. Et je vais créer des objets. Un objet pour le Tide, un objet pour le Wave et un objet pour le Ripple. 3 objets. Donc là, 3 objets. Ces 3 objets, je vais passer différentes informations pour le configurer. Et dans ces configurations, je vais dire, écoute, moi, je veux une taille de 500 données maximum. Et c'est l'objet qui va dimensionner le buffer. C'est lui qui va, alors soit on le fixe à 500 et pas plus, soit après il peut grossir, enfin bon, après on a différents modes de fonctionnement. Mais n'empêche que moi, ici, en finalité, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 buffers qui contiennent ce qui est affiché à l'écran, et j'ai 3 objets qui ne contiennent que 500 données. Ça veut dire que j'ai vraiment, ça, quelque part, j'étais obligé de l'avoir vu que c'est ce qui est sur le marché. Par contre là, je réduis énormément la consommation mémoire. À savoir que 500, par exemple, c'est ce que je veux quand je suis sur un indicateur.
Je veux au moins avoir 500 données historiques pour voir ce qui s'est passé la veille, par exemple. Par contre, quand je fais un robot, un robot, théoriquement, il m'en faudrait qu'un. Hein. Mais allez, j'en mets que 50. Le robot va appeler cet indicateur qu'on va faire avec donc 3 objets, mais qui vont contenir que 50 données. Ça veut dire qu'on peut adapter la consommation mémoire en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait dans les vidéos, enfin depuis quelques temps, pour les vidéos futures. Et je vous montrerai comment faire. Alors rapidement, hein, je ne vous montrerai pas les détails parce que franchement, c'est compliqué. Surtout le stochastique RSI avec les 3 modes de calcul, c'est très compliqué. En tout cas, moi j'ai fait un truc compliqué. Ça se trouve c'est simple, mais moi je me suis planté. Bref, là vous avez une consommation avec les objets. C'est pour ça que la programmation objet dans ces cas-là, c'est très utile parce que comme ça vous allez voir, hein, quand je vous montrerai l'indicateur, il est hyper simple, hyper simple. Il n'y a rien dedans. J'appelle une méthode qui calcule et j'appelle une méthode qui affiche. 2 méthodes. L'indicateur contient 2 appels de fonction pour chacun. C'est tout. C'est vraiment tout, c'est hyper simple. La complexité est dedans. Tous les calculs et tout ça sont dedans. Mais au moins, je maîtrise mes données. Bon voilà, en tout cas ça, j'ai bien anticipé sur ce qu'on va voir après dans les autres vidéos. Mais c'est important de savoir que le MTF, c'est quelque chose qui va vous faire vriller la tête parce que faut avoir une vision de plusieurs unités de temps et surtout être synchro. Être synchro entre les bougies M1, M5, M15. Alors je vous le dis parce que moi je me suis galéré et à chaque fois le MTF ça me fait des bruits dans ma tête, c'est assez particulier. Mais il faut vraiment être attentif et être vraiment extrêmement rigoureux sur la synchronisation entre les bougies par rapport aux unités de temps calculées. Voilà, bon bah ça en tout cas je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui est important. Et puis là je vais vous montrer maintenant le code pour faire les méthodes de calcul du stochastique RSI. Bon, vous allez voir, il y a du... surprise. Surprise. Bon là maintenant je vais vous attaquer en fait la suite de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le codage du stochastique RSI en MTF. Alors malheureusement, je ne vais pas faire tous les modes de calcul. Donc on a vu qu'il y avait History, Open et Now. Now, ça nécessite d'avoir une fonction RSI calculée d'une façon particulière et je vais le faire dans une autre version. Pour l'instant, on va voir uniquement donc, le MTF, mais uniquement avec le History et le Open. Donc là, je vous ai mis sur l'écran Beyond Compare, donc pour vérifier, pour comparer 2 fichiers. Cette partie-là, c'est la partie qu'on a vue dans la vidéo précédente. J'avais commencé à faire une première étape de codage. Et celle-ci, c'est le vrai MTF tel que je vais faire. C'est-à-dire que je vais tout simplement, faut le dire vite, je vais tout simplement ajouter une ligne d'affichage à l'écran. Et cette ligne va contenir le calcul MTF du stochastique RSI. Donc ce que je vais faire, plutôt que de vous montrer le code et tout ça, je vais carrément comparer les fichiers. Voilà, comme ça. Alors l'avantage que vous avez, c'est que si vous avez aussi Compare ou un autre outil de genre WinMerge par exemple pour comparer 2 fichiers, vous avez juste à suivre ce que je vais vous montrer sur l'écran et regarder les différences, et puis au moment de la différence, vous faites la correction qui correspond. Donc je commence. Alors, donc la première modification à faire, c'est tout bêtement ici, pour MT5, d'ajouter ici un 4e buffer. Parce qu'effectivement, il y a 3 buffers existants, et on va rajouter le petit buffer MTF. Donc là, j'en avais 3 avant, maintenant j'en ai 4. Bon, le commentaire, j'ai oublié de le modifier, bon, c'est pas grave, vous le modifierez, il n'y a aucun problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai changé le nom. Donc ce qu'on va afficher va plus s'appeler StoRSI, mais StoRSI MTF, puisque c'est du multi-time frame, et pour vraiment identifier sur l'écran. Et puis là, le 4e buffer, au lieu d'en faire quelque chose qui va être affiché, ça va être uniquement le contenu des données qui vont nous permettre de calculer le RSI. Donc du coup, je ne le dessine pas, puisque la seule ligne qui est dessinée, c'est celle qui va contenir le stochastique RSI.
Voilà, donc vous avez, il n'y a pas grand-chose. On rajoute un buffer, on nomme différemment, mais ça vous pouvez le laisser, hein, c'est comme vous voulez. Et ici, on indique juste en fait qu'on ne va pas dessiner cette quatrième ligne. Ensuite, donc ça, on l'a vu déjà, les petites macros. Ici, alors là, je vais ajouter des types. Alors ça va nous servir après, quand on va vraiment approfondir le sujet du stochastique RSI en MTF, mais avec tout le contenu. On va créer un type. Ce type, c'est un énuméré qui va contenir les 3 modes de sélection du type de calcul. Ça va nous servir, on verra juste, d'ailleurs, on voit juste en bas là. Ah non, j'ai ma tête. Je vais me réduire un peu. Ça va vous permettre de voir un peu plus l'écran. Voilà. Donc, cet énuméré ici va nous servir ici, dans les paramètres, pour sélectionner, pour que l'opérateur sélectionne quel type de calcul il veut. Donc entre History, Open et Now. Et puis ici j'ai regroupé différentes données qui vont nous servir à synchroniser, parce que ça c'est la partie la plus complexe à faire, synchroniser l'unité de temps qui est affichée et l'unité de temps qu'on va prendre pour le calcul. Donc j'ai groupé des horaires pour repérer les dates, et puis des afficheurs et un pointeur sur le calcul. On verra tout à l'heure à quoi ça peut servir. Bon, en tout cas, ça c'est vraiment des données qui sont spécifiques au calcul du MTF. Dans les paramètres ici, rien n'a changé sur les 3 premiers paramètres. Par contre, ici, j'ajoute le mode de calcul, et puis j'ajoute aussi quelle est la période que l'on va utiliser pour le MTF. C'est-à-dire que là, on est sur, par exemple, un marché en M5, on veut calculer du M30, et ben là, on va sélectionner M30, et tous les calculs seront faits en M30 pour l'affichage. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté ce buffer sto-RSI. Avant, on affichait le buffer K, qui était la moyenne mobile en fait du stochastique du RSI. Maintenant, ça c'est autre chose, c'est purement du calcul. Et après, on va le retravailler en fonction de mode de calcul sélectionné, et donc on va stocker les résultats dans ce buffer, et c'est lui qui va être affiché. C'est pour ça que lui, je l'ai mis en premier dans la liste, juste pour repérer celui qui sera vraiment utile. Et puis ici, j'ai des variables globales. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le rate total et le pref calculated, qui est connu dans l'indicateur, il est connu pour l'unité de temps affichée, mais pas pour l'unité de temps qui va être calculée. Donc pour le repérer, j'ai choisi ici donc le rate total de l'unité de calcul, le pref calculated, unité de calcul aussi. Le nouvelle bougie, c'est un petit compteur pour vérifier combien de nouvelles bougies on a eu dans l'unité de calcul. Et puis le gestion, c'est la fameuse structure qu'on a vue qui est plus haut ici, qui contient tout ça. Voilà. Au lieu de faire une variable par information, j'ai groupé. Alors, pourquoi j'ai groupé? Vous allez me dire, ça sert à rien. J'ai groupé parce que c'est un ensemble d'informations qui peut être vraiment traité dans une seule et unique fonction, et donc ça m'évite de faire un passage de 4 paramètres différents. Je vais juste faire un paramètre qui est la structure. Voilà, c'est économiquement parlant au niveau code, c'est plus intéressant, ça alourdit moins le code, et en plus, si je me projette plus loin et que je fais un objet par exemple, je pourrais aussi utiliser une structure de données plutôt que des variables séparées. Bon, ça vous pouvez aussi l'améliorer, vous pouvez faire ça comme vous voulez, c'est pas gênant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dans le init, on a la fameuse fonction onInit. Puisque j'ai des nouveaux paramètres, il faut que je vérifie. Typiquement, si je suis sur un marché en M5 et que je veux calculer du M1, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas afficher plusieurs informations M1 dans une bougie M5. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. Ici, je vais tout bêtement vérifier. Attention, est-ce que la période demandée est bien supérieure ou égale à la période affichée? Donc, comme le période courante ici vaut 0, je ne fais cette comparaison uniquement si c'est différent de 0, sinon ça sera toujours vrai et ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est juste une information, et puis si jamais c'est pas bon, à ce moment-là, je mets un petit message et puis je ferme l'indicateur. Pareil ici, comme je vous ai dit au tout début, je n'ai pas fait le calcul du no, du mode no, parce que il nécessite un calcul du RSI qui ne peut pas être fait avec la fonction iRSI. Voilà, c'est particulier, on va voir ça plus tard parce que franchement c'est compliqué. Donc je préfère carrément dire, si vous sélectionnez no, je mets un petit message, voilà, qui dit non, c'est pas dispo, donc ça marchera pas. C'est pas vraiment embêtant, mais
on pourrait le virer carrément de la liste des énumérés. Comme ça, au moins, on n'est pas emmerdé, hein, la personne ne sélectionnera jamais Nao. Là, j'ai voulu vraiment faire un truc complet au niveau de la déclaration, et puis du coup, ça rajoute un test. Mais bon, voilà, c'est pareil, vous pouvez le changer, ça pose aucun problème. Ici, les buffers, j'en avais 3 ici. Là, j'en ai 4. Et puis ici, je les ai restructurés pour que le premier soit celui qui est affiché. Et maintenant, c'est plus le cas. Comme ici, on avait le buffer 0, c'était le cas. Ici. Maintenant, le buffer 0, c'est le stochastique RSI qui sera calculé avec l'unité de temps choisie. Puis après, le cas RSI sto, c'est pareil, ils sont organisés et c'est que des calculs. Donc faites gaffe quand même de ne pas mélanger. Vous savez qu'ici, vous avez du code qui est uniquement pour MT4. Ça, c'est pour les deux plateformes. Ici, vous avez que du MT4 et là, vous avez que du MT5. Voilà, faites gaffe quand vous recopiez, mélangez pas tout. De toute façon, ça ne marchera pas. Si vous mettez des instructions MT5 dans un code MT4, il va vous envoyer paître, ça ne marchera pas. Voilà, faites gaffe à ça. Et puis là, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste indiquer ce qui sera affiché, ce qui sera calculé, tout ça. Donc là, il n'y a pas de risque théoriquement. N'oubliez pas ici, non, c'est pas là que je voulais vous montrer, c'est ici, voilà. Ici, n'oubliez pas de mettre tous les tableaux au format série, c'est-à-dire que l'indice 0 sera à droite et l'indice supérieur sera à gauche, plutôt que dans les tableaux classiques, c'est plutôt l'inverse. N'oubliez pas ça parce que ça se voit pas quand on oublie cette instruction. Ça se voit pas à la compilation, mais ça se verra très très bien à l'exécution. Et puis ici, à la fin de le onInit, tout ce qui n'est pas encore initialisé, je l'initialise. Donc ici, je mets à 0 le nombre total de bougies de l'unité de calcul. Je mets à 0 aussi le pref calculated, comme ce que fait la plateforme classiquement. Et puis ici, pour ça c'est le fameux record, c'est le fameux enregistrement qui contient plusieurs données. Plutôt que de faire gestion point la donnée égale 0, en fait moi ce que je fais, c'est que je fais carrément 0 memory, c'est-à-dire que tout le contenu de cet enregistrement, je lui mets à 0 en une seule instruction. Ça évite de faire des oublis et puis c'est très efficace. Voilà pour l'init. Donc voilà, pour l'instant, on a fait l'initialisation, enfin la configuration de l'indicateur et l'initialisation. Le onCalculate. Alors le onCalculate, c'est particulier. Avant, regardez bien ce qui est ici, là, dans cette partie-là. Avant, on avait donc tous les paramètres, et puis on avait ici des variables locales, ici on avait tous les calculs, et en fait, on faisait tous les calculs dans le onCalculate. On pouvait le faire. On pouvait le faire sans problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, le calcul était assez simple. On avait déjà des fonctions, ce qui fait qu'on appelait les fonctions, on faisait la recopie d'informations pour les buffers calculés par MT5. C'est ce que l'on voit ici d'ailleurs. On avait même fait une petite fonction ici pour être tranquille, pour avoir un truc un peu plus lisible. Et c'était cohérent, on avait une taille de fonction qui était simple, enfin en tout cas qui était raisonnable. Maintenant, c'est plus particulier parce qu'on a tous ces modes de calcul qui nous empêchent quelque part de faire un code qui tient dans une taille de fonction raisonnable. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien en fait, j'ai extrêmement raccourci le contenu. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis focalisé sur dire, je suis parti sur un principe en disant, tout ce qui est dans le onCalculate, je vais vraiment gérer surtout l'environnement du marché, aussi bien dans l'unité de temps affichée que dans l'unité de temps calculée. Donc ici, je récupère le nombre de nouvelles bougies dans l'unité de temps affichée. Vous allez voir, ça vous savez, pour les buffers, pour les synchroniser. Et puis ici, je récupère le nombre de bougies totales dans l'unité de temps calculée, donc avec le ibars. Et puis ici, je vais me mémoriser dans le pref calculated le résultat de mon traitement sto-RSI qui va contenir deux informations, comme si on avait ici onCalculate. Voilà. Ici, c'est une information venant du marché affiché, et puis ici, ce sont les informations venant des mémorisations que j'ai moi dans ma propre gestion du nombre de bougies modifiées et utilisées réellement à l'écran. Et puis ici, je retourne classiquement ce qui est fait dans les indicateurs, ce qui va me permettre en fait le coup d'après de savoir si j'ai une nouvelle bougie ou pas. Voilà. Du coup, le onCalculate est très très simple. Et tout ce qu'on avait avant dans le onCalculate,
je l'ai mis dans le traitement sto-RSI qui est juste derrière, c'est la fonction qui est juste derrière. Et donc là, je passe mes deux paramètres en constante, comme ça j'ai pas à les changer. La sortie, c'est un int, ce qui est équivalent au pref calculated. J'aurais pu, je vous avoue, ne pas mettre ici une valeur de sortie et ici le mettre non pas en const mais en valeur d'adresse, en passage d'adresse, comme ça j'aurais changé directement dans la fonction. Bon, on peut faire deux modes différents, là j'ai voulu faire un peu truc un peu plus léger, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On retrouve ici les mêmes paramètres qu'on avait dans le onCalculate précédent. Voilà, j'ai pas réinventé l'eau chaude, hein, ce qui marchait, je l'ai laissé. Alors ici, on fait le glissement du tableau comme on a vu dans la vidéo juste avant. Si on a eu une nouvelle bougie affichée, donc sur les buffers en fait, le buffer, puisqu'il a une nouvelle bougie, il a glissé tous les tableaux. Donc l'indice qui était à 0, maintenant il est à 1, 2, 3, ça dépend du nombre de nouvelles bougies. Attention, ici je dis et attention, et si je n'ai pas de nouvelles bougies sur le marché de calcul. Donc par exemple, si on est en M1 affiché et on travaille sur du M5, on a une nouvelle bougie M1, mais on est toujours sur la même bougie M5. C'est-à-dire que dans ce cas-là, notre calcul, il faut qu'on le resynchronise. Parce que ce qui était calculé dans le traitement M5 qui était à la bougie 0, maintenant il est devenu à la bougie 1. Mais nous, dans l'unité de calcul, on doit toujours être sur le 0. Donc si on a cette condition-là, je fais une boucle et je bouge tous mes tableaux d'un indice. C'est-à-dire que je recadre toutes mes données sur mes 3 buffers pour les remettre par rapport à l'indice 0. Voilà, comme ça je recadre. Alors, je dis indice 0, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'à chaque fois c'est une seule nouvelle bougie qui arrive. Normalement oui. Mais normalement oui, quand le marché est stable et que votre plateforme est stable. Par contre, quand vous lancez votre plateforme, votre indicateur, lui, il va réceptionner le nombre de bougies qu'il y avait historiquement avant la fermeture de votre plateforme. Et il va questionner le courtier va lui envoyer les bougies qui lui manquent. Et du coup, on peut avoir non pas une nouvelle bougie, mais on peut en avoir 10, 20, 100, 200. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé par rapport au nombre de nouvelles bougies. Voilà. Je suis plus ouvert, ce qui fait que ça marchera dans tous les cas. Voilà. Donc ça permet de rester synchro entre l'unité de temps affichée et l'unité de temps calculée. Extrêmement important, ne l'oubliez pas. Vraiment très important. Ensuite, ici, on fait pareil. Voilà, on récupère tout bêtement le RSI. Vu qu'on a initialisé dans l'unité de temps de calcul, en fait, c'est la même chose. Donc on récupère ça. Et ici, c'est un peu particulier. Alors si vous regardez bien, vous verrez que c'est la même chose. Typiquement, si pref calculate est égal à 0, c'est cette condition-là, donc on fait ça. L début égale ret total moins période RSI. C'est exactement ce que l'on fait ici. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait un code différent pour faire la même chose? Parce que ici, dans l'autre cas, quand on a déjà calculé, en fait, on doit gérer le pointeur. C'est-à-dire que j'ai mon pointeur qui va pointer sur la donnée de calcul qui doit être synchronisée par rapport aux unités de temps calculées et affichées. Donc je ne peux pas faire tout bêtement ce qu'on avait fait là avec juste après une condition similaire. Voilà, j'ai préféré du coup faire un if then else, donc avec les deux conditions séparées dans des blocs. Alors j'aurais pu garder le code tel qu'il est ici écrit à gauche et rajouter une petite condition pour ce point-là. Bon, moi j'ai globalisé, mais vous pouvez faire aussi comme vous voulez. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres idées ou des commentaires sur ce que je vous montre, les commentaires sont là, donc c'est là pour vous. Hein. Ici, attention. Ici, je fais quelque chose de particulier en fonction de ce que m'a dit l'IA, donc ChatGPT. C'est que si je suis en history et que la boucle, donc je suis sur l'indice 0, à ce moment-là, je ne calcule pas. Parce que d'après ce que a dit ChatGPT, on verra dans des vidéos suivantes que ChatGPT, il m'a dit pas mal de conneries, mais dans notre niveau de compétence et de connaissance aujourd'hui, si on est sur la boucle 0, si on est sur l'indice 0, on ne connaît pas encore la valeur historique, donc la valeur de close,
donc on ne la dessine pas, on ne la calcule pas. C'est pour ça qu'il y a cette condition-là. Continu, ça veut tout bêtement dire qu'il va sauter tout le traitement de la boucle et qu'il va faire un retour et il va passer à l'étape suivante. Sinon, là, on fait la même chose. La petite différence, c'est que ici, on calculait sur la période courante, vu qu'on avait on calculait ce qui était affiché, et ici, on le fait sur le e-timeframe, qui est le paramètre qu'on a rempli au début de l'indicateur. Donc ça, le calcul est le même, voilà, à part cette unité de temps. Et par contre, l'affichage n'est vraiment pas du tout pareil, et c'est là où ça va devenir très compliqué. Parce qu'avant, on affichait le pourcent K ici, le buffer K. Maintenant, on va récupérer tout ce qu'on a calculé, hein, et on va en définir des choses à afficher en fonction du mode de configuration qu'on a choisi. Voilà, donc ça, c'est des lignes à ajouter pour qu'on affiche à l'écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, ça bouge pas, là, ça bouge pas. Donc, alors, je remonte, excuse-moi. Le lecture indicateur RSI, ce qui sert uniquement pour MT5, ça bouge pas. Ici, le calcul du stochastique, ça ne bouge pas non plus. Alors, vous ne faites pas à ça, c'est parce que j'ai rajouté ici des espaces ici. D'ailleurs, hop, comme ça, on n'en parle plus, c'est pareil. Voilà. C'est juste que j'avais voulu un peu aérer la ligne. Ici, le plus petit, ça ne bouge pas. Le plus grand, ça ne bouge pas. Le simple EMA, ça ne bouge pas, il n'y a pas de raison. Et on arrive sur l'affichage. Et comme vous voyez ici sur le côté de l'écran, tout le reste, c'est du spécifique. Tout le reste, c'est du code qui a été ajouté. Alors, l'affichage. Alors, comment je vais vous dire ça simplement? Ça a été un peu la galère. Tout bêtement, pour gérer la synchro entre ce qui est affiché et ce qui est calculé, j'ai dû passer par des petites jongleries entre les dates et les index. Ici, par exemple, alors là, je vais vous l'agrandir vu qu'il n'y a rien à gauche. Hein. À gauche, on oublie, hein, il n'y avait plus rien. Hein. Vous voyez, ici, c'est tout vide. Donc, je vais vous montrer ça et en détail. Donc, je remonte ici. Alors, j'ai beaucoup de données locales. D'ailleurs, je vais faire quelque chose. Je vais sortir de là, vu que maintenant on a vu la différence. Voilà, et là, on va passer sur Meta Editor. Avec le zoom, ce sera absolument plus lisible pour vous. Donc, affichage du stochastique RSI. Je passe différentes informations. La première SNA, le rate total et le pref calculé, parce que j'en ai besoin dans les différentes fonctions. Les variables locales nous permettent en fait de récupérer des données, de calculer, surtout de définir des pentes. Alors, c'est surtout par rapport à ça, la valeur et le delta. Pourquoi? Parce que on va avoir un certain nombre de bougies à renseigner pour une bougie de calcul. Par exemple, vous avez du M1 affiché, vous travaillez sur du M15. En fait, la différence entre deux bougies M15 devra être distribuée petit à petit dans les 15 bougies M1 qui sont entre les deux bougies M15. Donc, du coup, là, j'ai des valeurs avec un delta et ça me permettra de faire des calculs. Ici, alors, je vais vous expliquer vraiment en survolant le sujet. Pourquoi? Parce que sinon, c'est une vidéo qui va faire 3h30 et parce que je vais parler rapidement. Donc, je vais vous préparer, et je vous ai d'ailleurs préparé différents commentaires pour à chaque fois vous expliquer un peu le but de ce que je fais. Pareil, si vous avez des commentaires à dire ou si vous avez des critiques à dire, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Première chose que je fais ici, c'est que j'ai deux unités de temps affichées. Une unité de temps affichée à l'écran et celle que je vais calculer pour le MTF. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement quel est le contenu de chaque buffer, de chaque historique, et je ne sais pas exactement si je vais calculer plus de choses en M1, si je prends l'exemple de M1 et M5, hein. Mais je ne sais pas si j'ai plus d'informations à écrire en M1 d'après les données de M5 ou l'inverse. Donc il me faut connaître ma limite. Quelle est ma date la plus éloignée? Pour ça, ce que je fais, c'est que je vais commencer déjà par remplir, par relire la date la plus éloignée de l'unité de temps affichée. Pour ça, je fais un copy time et je récupère ici le nombre de bougies de l'unité courante, donc de l'unité affichée. -1, hein, sinon vous allez déborder le tableau. Donc je récupère ibars de la période courante, je fais -1 pour prendre juste le dernier indice, et je vais recopier une date
que je mets dans ce tableau-là. Alors, à chaque fois que je fais un copy time, alors ça, pas grand monde le fait. Copy time, généralement, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Du moment que l'indice ici est correct. Mais on n'est pas à l'abri, même si là j'ai fait un truc qui est forcément correct, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une coquille, d'avoir le code qui plante. Le mieux, c'est qu'à chaque fois que vous avez une erreur, ou une différence d'un attendu, vous ne vous emmerdez pas. Vous faites un return, vous sortez, vous n'allez pas plus loin. On pourrait commencer à mettre des conditions pour gérer les cas particuliers d'erreur avec des trucs, oh là là, mais après ça devient une usine à gaz, c'est déjà une usine à gaz. Donc évitons d'en rajouter. Donc là, je veux récupérer une date. Si je ne récupère pas une date, je sors. Après, je sais que j'ai récupéré ma date, donc c'est très très bien. Ici, c'est quoi? C'est pour repérer en fait si mes dates ont changé. Donc je regarde avec le restart qui me permet en fait de tout recalculer et pour de nouveau faire un affichage complet. Donc je regarde, est-ce que la date que je viens de lire ici est différente de l'heure maximum que j'ai calculé, que j'ai mémorisé plutôt. Si c'est différent à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je mets un booléen qui va me permettre d'indiquer que je dois reafficher l'ensemble des calculs sur l'indicateur. Voilà, c'est une solution. Et puis ici, je mémorise, puisque maintenant que j'ai fait mon test, je peux mémoriser. Ça, par exemple, ça va marcher essentiellement dès le premier appel. Parce que la date maximale, généralement, le marché, alors sauf si vous mettez à jour votre historique, mais en règle générale, la date maximale ne bouge pas. Donc ça va marcher au premier appel et après, ce sera toujours faux. On mémorise pour être tranquille, on ne sait jamais. Donc ça, c'était pour l'unité de temps affichée. Maintenant, on fait la même chose ici, mais pour l'unité de temps de calcul. Donc pareil, on fait un copy time, sauf que là, on prend le time frame, on ne prend pas le période courante, et puis on va prendre les petits paramètres, vous savez, que l'on a fait, dans lequel on disait, on va calculer le premier SMA, le premier RSI, le premier STO, uniquement à partir d'un certain indice. Parce qu'avant, ça n'a pas de sens. Donc c'est lui que je prends comme référence. J'aurais pu faire ça, mais il fallait que je définisse différents trucs. Non, là, on parle bien de la première date qui va être avec une donnée affichable. Donc je vais calculer le stochastique, le RSI, le stochastique et le SMA. Et c'est suite à ces trois calculs que j'aurai ma première information affichable à l'écran. Donc, pour moi, c'est ma date de référence. Donc, je prends bien cette date-là. Si c'est différent de 1, je sors, ça veut dire que je ne peux pas aller plus loin. Ici, je fais pareil, le même test avant, c'est que si jamais cette date-là a changé, à ce moment-là, on refera le dessin complet de l'indicateur. Et puis, je mémorise, bien sûr, pour être tranquille. Voilà, ça, j'ai mes deux dates de référence. La première date, en fait, où je peux afficher quelque chose sur l'unité de temps affichée, et ma première date calculée sur l'unité de temps calculée. Avec ça, je vais pouvoir vraiment gérer mon affichage. Ensuite, c'est là, en fait, où ce que je fais, c'est que je regarde exactement quelle est ma date la plus proche. Parce que si la M1 est trop éloignée, je ne pourrai jamais afficher quelque chose dessus. Et si ma M5 est trop éloignée par rapport à ce que je peux afficher, ça ne sera jamais affichable. Donc du coup, je reprends la date la plus proche. Et pour garantir avec mes différents modes de calcul que je vais vraiment taper sur un indice qui sera utilisable, ici, ce que je fais, c'est que j'ajoute deux fois la période en secondes d'unité de temps de calcul. Faites-moi confiance. Voilà. Ou retirez-la, voyez ce que ça donne. Mais voilà, ça me permet avec ça d'être garanti que je vais pouvoir avoir les données affichables. Donc ici, maintenant qu'on a pris nos dates, on va devoir maintenant travailler sur des indices. Donc ici, on a travaillé dans la petite donnée LDAT 0. Je ne me suis pas emmerdé à recopier la date récupérée dans un autre variable. Non, j'ai utilisé la même zone, ce qui fait que c'est bien LDAT 0 qui est ma référence. C'est ma référence de date qui est par rapport à une date dans l'unité de calcul. Maintenant, ok, j'ai une date. Mais moi, quand je travaille pas sur des dates, je travaille sur des indices de tableau. Donc ici, ce que je fais, c'est que je récupère
l'indice du tableau qui va me permettre de calculer mes premières informations pour afficher quelque chose à l'écran. Donc c'est pour ça que je fais un I bar shift. Et ici, après, je recopie la date pour vérifier effectivement les différents trucs. Enfin, bon, c'est compliqué, je sais. Si vous faites plus simple, dites-le moi. C'est possible que je me sois gouré. Donc ici, j'ai mon information de mon pointeur. Je vais pouvoir pointer sur mon premier indice qui va me permettre de faire les calculs du stochastique RSI pour l'affichage. Ici, bien sûr, si jamais j'ai une information restart, c'est-à-dire que j'ai eu un changement dans mes différents paramètres que j'ai relus, à ce moment-là, je vais pointer, je vais définir le pointeur RSI sur la première date du RSI dans le cadre de l'unité de calcul. Alors après, ici, j'ai une petite astuce. Alors, j'aurais pu m'en passer, je crois, mais bon, voilà, j'ai fait ça comme ça. C'est que si jamais je calcule le stochastique RSI de l'unité courante, ça ne m'interdit pas. Je suis en M5, je vais afficher le stochastique RSI du M5. Il n'y a pas de problème, je peux le faire. Sauf que tel que c'est fait après dans l'affichage, je me suis rendu compte que dans ce cas-là, c'était particulier parce que je devais faire un offset pour me recadrer sur la bougie calculée directement. Je pense que j'ai déconné, je pense que j'ai fait une bêtise, mais c'était nécessaire pour avoir quelque chose qui s'affiche correctement. Sinon, j'ai tout été décalé d'une bougie, c'était pas vraiment sympa. Et puis voilà, et après je fais ma fameuse boucle. Donc tant que mon pointeur est supérieur ou égal à 0, mon pointeur de calcul RSI, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer deux données dans le buffer du sto RSI qui a été calculé. Avec ces deux informations, je vais pouvoir tracer une droite. Ici je récupère les deux indices par rapport aux dates, mais dans l'unité de calcul, non, dans l'unité d'affichage, parce que j'ai récupéré la partie de calcul, maintenant je veux l'afficher, donc je récupère mes deux indices pour l'affichage. Ici, je regarde quand même que mes indices sont bien cohérents, c'est-à-dire que j'ai pas eu ici un problème de conversion, si une date était mal calculée par exemple. Et si les deux sont au moins supérieurs ou égaux à 0, ça veut dire que je suis dans le tableau. J'ai bien eu des I bar shift ici valides. Et bien après, c'est simple. Je récupère ici une valeur, donc la valeur finale de ce que je vais avoir comme information, la valeur primaire. Hein, on prend, soit on part du début ou on part de la fin. Ici, je vais calculer le delta entre mes deux valeurs de stochastique RSI. Et puis là, je vais tout bêtement, entre mes deux indices ici, eh ben, je vais afficher la valeur que je vais faire graduellement monter pour faire une droite parfaite entre mes deux points. Voilà, c'est ce que je fais ici dans le buffer sto RSI. Quand j'ai fini ça, bah, mon pointeur qui me sert à pointer sur mes données calculées avance d'un point, donc avance vers jusqu'au 0, et puis je tourne dans ma boucle comme ça. C'est assez simple. Après, pour le open, je me suis rendu compte, toujours d'après mes informations récupérées sur ChatGPT, je vous spoile pas, mais il y a eu connerie sur connerie, et ce que j'ai fait là, à mon avis, bon bref, on verra dans les vidéos suivantes. Là, le mode open, ce que j'ai fait, c'est que, d'après ce que m'a dit ChatGPT, je ne pouvais pas tracer dans la bougie courante. C'est-à-dire que le calcul en M5, si je reprends l'exemple, tant qu'il n'est pas terminé, je ne peux pas du tout faire l'information affichée. Par contre, en open, je peux effectivement faire le cas. Donc là, je fais le cas spécifique de l'open, où si je suis dans ce mode-là, je récupère la date courante, là, je récupère l'indice d'affichage, et puis je fais la même manip avec le buffer, mais pour afficher uniquement le tronçon pour le open. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Sérieusement, je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que c'est juste un code qui fonctionne, qui affiche des choses à l'écran. Sauf que vous allez voir dans les vidéos suivantes, j'ai analysé vraiment profondément déjà ce que m'avait dit ChatGPT. Je me suis rendu compte que c'était vraiment, mais vraiment pas chouette. Et que ben, je devais reprendre l'intégralité des calculs, même s'il y a des très très grandes bonnes choses dedans. Au niveau de synchronisation, entre autres, c'est très très bien. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ChatGPT avait dit des conneries et que si je regardais la vidéo de Yuri Charmenko avec l'affichage où il n'y a pas d'explication, parce que malheureusement, ben là, si on n'a pas moyen de récupérer sur Internet l'historique et la description des modes de calcul et que ChatGPT, dans sa générosité, n'a pas réussi à trouver l'information, ben, il a fallu que j'en déduise en lisant la vidéo et en regardant chaque étape ben, ce qui se faisait et comment j'allais le calculer. Ce qui est fait là, c'est une base. C'est une très bonne base, je vous assure, mais je pense qu'elle est fausse
au niveau de la vidéo de Yuri Shremenko, même si elle peut apporter des informations intéressantes pour trader avec. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus. Vous voyez que malheureusement, dans les 3 modes de calcul, on n'en a que 2. Donc ça pose un problème. L'étape suivante, je vais vous montrer dans une vidéo comment je recalcule le RSI. Alors, vous allez me dire, pourquoi c'est calculé? Non, le RSI, là on utilise IRSI. C'est la petite instruction que je vous montre un peu plus haut, qui doit être un peu plus haut, beaucoup plus haut peut-être. Voilà, ici, on utilise le copy handle avec MT5. Ça c'est bien, hein, ça veut dire que c'est lui qui le génère. Mais ici, voilà, on a IRSI. Ça c'est la fonction de MT4. Hein. Et si on est sur MT5, c'est le handle qu'on définit ici. Voilà, ici. IRSI aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet indicateur utilise la fonction native de MetaTrader pour calculer le RSI. Sauf que dans la configuration Now, on a un mix entre l'unité de temps de calcul et l'unité de temps affichée. Et alors que ça, la IRSI utilise tout bêtement le buffer des données historiques de l'unité de temps choisie. C'est-à-dire que si on est affiché M1, qu'on calcule du M15, on choisit, on calcule le RSI sur le M1 ou on calcule le RSI sur le M15. Mais on n'a pas moyen de faire un mix entre le M1 et le M15. Et le mode de calcul Now nécessite d'avoir un mix entre les deux. Donc on ne peut pas utiliser IRSI. Donc la vidéo suivante, je vous montre comment j'ai refait le RSI en refaisant les calculs avec exactement les mêmes données, parce qu'il faut être cohérent avec ce que fait MetaTrader quand même. Et puis après, je vais vous montrer tout à la fin un objet que j'ai fait qui est MTF, qui reprend exactement, suite à l'analyse de la vidéo du Yuri Shremenko, les calculs tels qu'ils sont faits en prenant les 3 modes de calcul sans aucune perte, sans aucun problème, ça fonctionne. Voilà, pour l'instant, je vous ai montré tout ça, donc reprenez-le, prenez-en possession, manipulez-le, essayez de voir si vous comprenez bien tout ce que j'ai fait, sinon n'hésitez pas, hein, des petits commentaires. Et puis nous, de toute façon, on se verra prochainement pour aller plus loin dans la programmation de cet indicateur qui est crucial si on veut vraiment faire la stratégie TWR comme elle a été indiquée dans la vidéo. Bon voilà, alors comme je vous ai expliqué, le problème c'est que dans les 3 configurations, il y en a une qui est assez simple, l'autre elle est un poil tordue mais elle est simple aussi, la troisième on ne peut pas la faire telle qu'on a fait l'indicateur. C'est complexe et on doit vraiment recalculer le RSI nous-mêmes. On ne peut pas utiliser la fonction IRSI de la plateforme MetaTrader, que ce soit 4 ou 5. Donc là, ça me pose des gros problèmes. Cette vidéo ne peut pas être plus longue que ça, donc je m'arrête là. On va voir la prochaine fois comment je me suis débrouillé pour créer cette troisième configuration, celle qui nous pose problème. C'est compliqué, il a fallu que je recrée la fonction, le calcul RSI, mais pas n'importe comment. Parce qu'il y a plusieurs manières de calculer le RSI. La manière classique, on va dire, et la manière de Wilder, donc le créateur du RSI. Donc on verra ça à la prochaine vidéo, on s'excite pas, j'ai fait le travail, donc on va voir ça ensemble. Pareil, hein, je ne vais pas vous détailler pas à pas tout le code que j'ai fait. On va vraiment, je vais survoler, ça va être assez conséquent quand même, parce que j'ai fait pas mal de petits ajouts et de petites sécurités par rapport à l'indicateur. Et vous allez voir qu'un indicateur qu'on récupère sur le net, avec l'indicateur que l'on peut faire si on va vraiment jusqu'au bout des choses, c'est le jour et la nuit quand même. Hein. Voilà, donc d'ici là, écoutez, comme d'habitude, vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Il n'y a que à peine 15% ou 20% des gens qui regardent les vidéos qui sont abonnés, alors qu'ils regardent régulièrement. C'est couillon, non? Donc abonnez-vous. Mon objectif, c'est 10 000 abonnés. Bon, on y est presque, hein. 2000. Bon. Un petit effort. Là, c'est pas moi qui peux le faire, c'est vous. Hein. En tout cas, voilà, l'abonnement, le partage, le like, si ça vous dit. Les commentaires, si vous avez des choses à dire par rapport au codage. Alors, il faut savoir que le codage, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Et comme là, je suis très vieux, entre l'un et l'autre, il y a pas mal d'expérience. Le trading, c'est un peu plus récent. Ça fait quand même presque 10 ans. Hein. Mais voilà, je suis pas expert, mais pas loin quand même dans le développement logiciel, dans les méthodes et tout ça, dans le génie logiciel aussi.
Donc si vous avez des questions à poser, dites-les. Si vous voulez développer par exemple un sujet sur le développement MT4, MT5, posez les questions et puis je ferai des vidéos, ça me fera plaisir. Franchement, ça me fera plaisir. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine.